va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Aujourd'hui, on parle d'un sujet où la performance absolue rencontre la science du détail, l'art du contre-la-montre et plus largement tout ce qu'il faut pour aller chercher des records. On s'intéresse à un athlète qui domine la discipline amateur en France, mais aussi à un ingénieur qui comprend mieux que personne comment transformer un coup de pédale en watts réellement utile. Car derrière les titres nationaux, derrière les vitesses moyennes indécentes et les positions ultra optimisées, il y a un travail d'innovation, d'aérodynamique, de matériaux, de données, d'essais sur piste et d'aller-retour constant avec celles et ceux qui font avancer la technologie vélo. Cette saison, notre invité vise l'un des exercices les plus fascinants du cyclisme, le record de l'heure. Un défi physique, mental, mais surtout méthodologique. Un défi où chaque watt compte, où chaque millimètre de position change la donne et où l'on ne triche pas avec la réalité du terrain. Ingénieur développement et innovation technique au cœur du team Decathlon, collaborateur régulier de Manuel Sellier et d'Aeroscale sur la partie Bike Speed Lab, il connaît intimement la chasse aux watts perdus, la réduction du CDA, l'optimisation du matériel et de la position. J'accueille Mathias Ribeiro da Cruz. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Salut Mathias. Salut Mika, tu vas bien ? Bien et toi ? Ça va. Merci de nous recevoir, de nous faire l'honneur de venir dans ce podcast. Avec grand plaisir. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, ils sont nombreux à plus nous écouter que nous regarder sur YouTube, mais je vous invite à regarder cet épisode sur YouTube. On est au cœur d'Aix-les-Bains, parce que tu vas nous le dire Mathias, mais tu habites dans les parages, dans la Savoie. Et l'idée c'est qu'on est au cœur du café Etioka, c'est un petit café très sympa, où trône même tout en haut un maillot d'AG2R La Mondiale dédicacé, donc c'est un lieu un petit peu commun. Ici on est fan de vélo, on parle vélo, donc on va en reparler de tout ça. Et on a la chance d'avoir Monsieur Watt perdu, notre fameux interlocuteur économique Watt. Voilà, c'est salut Manu. Salut Mika. Donc Manuel Sellier d'Aeroscale, vous l'avez entendu cet été, on a travaillé notamment avec Aurélien Paré-Peintre, c'est lui qui était venu nous expliquer un petit peu comment économiser des watts, toutes ces choses-là. Aeroscale, pour rappel, c'est une société qui a développé 2 technologies, Manu, la fameuse Bike Speed Lab, dont on va parler maintenant, et puis il y a un petit projet dont tu nous parleras un petit peu à la fin, c'est le Wasted Watts. Chers chanceux, chers pratiquants chanceux, vous pourrez très prochainement en 2026 embarquer un boîtier sur votre vélo et savoir combien de watts vous perdez en temps réel. Manu nous expliquera tout ça. Du coup, je reviens sur toi, Mathias. Donc, région chambérienne, c'est ton lieu de vie et d'habitation. C'est ça. Toulousain d'origine, mais savoyard d'adoption. J'habite à Chambéry depuis maintenant presque 2 ans. Donc, tu as rejoint un petit peu la Savoie par ton appartenance au team Decathlon ou pas du tout ? Non, c'est avec le travail, quand j'ai commencé mon stage de fin d'études en mars 2024, que j'ai rejoint la Savoie pour rejoindre l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale Team. Donc on va en parler un tout petit peu après, c'est-à-dire que tu es effectivement, tu fais partie de la direction de la performance au sein du team Decathlon, c'est bien ça ? Je travaille dans le pôle développement et innovation technique avec Paul Barat, qui est mon manager. D'accord, donc c'est un nom déjà très très célèbre, tu as la chance de collaborer avec lui. C'est formateur d'être à côté de personnes comme ça ? Oui, c'est très formateur avec son expérience auprès de British Cycling et après Ineos Grenadier. Ça apporte beaucoup tous les jours travailler avec lui. Mathias, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que, alors déjà il y a 2 choses. Ce qu'on a en face de nous, c'est pas un cycliste lambda. On se le dit beaucoup entre nous, mais on sait que tu aurais pu peut-être jouer la carte pro. Vu le niveau, tu es 3 fois consécutivement champion de France amateur de contre-la-montre. C'est ça. Donc 23, 24, 25. Exactement. En juin 2025, tu as donc remporté ton 3e titre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de cette passion pour le contre-la-montre avant de nous expliquer un petit peu en chiffres ce que ça a donné ? Comment t'es venue cette passion du Titi ? De base, je ne suis pas du tout cycliste. Je viens d'une famille pratiquant de sport mécanique. Mon père est du motocross. J'ai fait ce sport-là toute ma jeunesse jusqu'à mes 17 ans. Je me suis mis au cyclisme tard, à mes 19 ans, et du coup, avec les sports mécaniques, cet attrait du détail et de la mécanique, de l'optimisation, tout naturellement, je me suis porté vers le contre-la-montre avec aussi, il faut le dire, des capacités, je pense, de base qui tendaient vers le chrono et qui me permettent de performer dans l'exercice, mais c'est tout ce passé, je pense, qui a amené vers là. Tu t'es licencié rapidement dans un club ? Oui, très rapidement. En fait, pour l'histoire, j'ai fait mes études à Laval.
Et à Laval, il y avait le club qui évolue en National 1, Laval Cyclisme 53. J'ai pris ma licence directement là-bas, j'ai assez vite couru, remporté des victoires sur des petites courses départementales, régionales, et assez vite été promu dans l'équipe nationale 1 et l'histoire a commencé comme ça. À quel moment tu t'es attelé à justement ces championnats de France amateurs? C'est-à-dire que tu as gagné depuis 2023, mais est-ce qu'avant tu avais déjà fait des tentatives? Ben justement, c'est en 2022, j'avais mon stage de Master 1 à faire que j'ai fait au Bitoun Village chez Decathlon, donc on voit où ça m'a mené. Mais du coup, je faisais un stage d'ingénieur essai là-bas. Et avant cette année, je savais que ce stage allait me prendre beaucoup de temps. Et du coup, j'allais pouvoir moins faire d'heures hebdomadaires. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer à fond dans le chrono, parce que ça demande quand même moins de temps en hebdo. Et c'est là que je me suis dit, allez, on va tout mettre sur le chrono. Et j'ai fait mon premier championnat de France en 2022 et même mes tout premiers contre-la-montre, j'avais pas de vélo avant. Et en 2022, si je me souviens bien, je finis 16e amateur et 35e, je pense, avec les professionnels. Oui, donc il y avait déjà du background. Non, c'était quand même une première bonne expérience et j'ai appris beaucoup cette année-là sur le chrono, sur la gestion de l'effort, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, au fil de ces 3 victoires consécutives, a le plus évolué? C'est-à-dire que où es-tu allé chercher ces gains de temps? Parce que je suppose que chaque année qui passe est toujours un peu plus difficile, la vitesse est toujours plus haute. C'est vrai ça ou c'est pas forcément vrai ce que je dis? Non, c'est totalement vrai. Je pense que si on prend des photos des contre-la-montre amateurs sur les 5-10 dernières années, on va dire qu'il y a 5 ans, on pouvait trouver 10 amateurs qui avaient une belle position, du beau matériel. Maintenant, on regarde les 20-30 premiers du championnat de France amateurs. Ils ont tous du matos très haut niveau, des belles positions, du beau matos. Il ne faut pas se reposer si on veut continuer de performer. Toi qui côtoies les deux mondes, c'est-à-dire le milieu très haut professionnel et puis amateur, est-ce que tu penses que les outils désormais ont bien glissé vers l'amateurisme? C'est-à-dire que finalement l'amateur comme moi, alors comme toi à très haut niveau, a accès à tous ces outils-là facilement? Facilement, je sais pas parce que ça a quand même un coût, mais on voit de plus en plus d'amateurs qui vont faire des sessions de soufflerie, qui font des sessions d'essais sur piste, notamment avec Manuel. Donc non, il y a de plus en plus d'amateurs qui font ces optimisations-là, alors qu'avant c'était réservé qu'aux professionnels et même aux professionnels spécialistes. Parle-nous un petit peu des chiffres, c'est-à-dire que sur ta dernière victoire, donc en juin 2025, c'est combien de temps? Quelle moyenne? Peut-être nous parler un peu des watts, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas. Non, c'est pas confidentiel. L'an dernier, c'était 35 minutes d'effort. C'était un parcours assez difficile. Il y avait 25 km, je crois, avec un peu plus de 400 mètres de dénivelé, avec une arrivée plus haute que le départ. Donc la vitesse n'était pas si haute. De souvenir, était à 46 pour ma part. Et 418 watts moyen. D'accord. Ok. Sur toi qui as l'habitude des pros, peut-être sans dévoiler de secret, mais un pro sur ce temps-là, il serait capable de sortir combien? On va dire que les pros, ils n'étaient pas si loin de moi en puissance, même certains un peu en dessous, mais moi je suis quand même assez lourd. Je fais 78 kg. La plupart des professionnels, comme par exemple le Bruno Armira, il fait bien 8-7 kg de moins. Donc les puissances sont, on va dire, assez similaires, mais avec un watt par kilo qui est quand même bien supérieur et aussi un aéro qui est parfois plus bas avec le... On va dire, moi je suis quand même assez grand, je suis 1m93, j'ai un bon aéro pour ma taille, mais les professionnels, les meilleurs français ont quand même un aéro meilleur. Ouais, donc Remco vous le rend tous jaloux, c'est bien ça un petit peu le principe, quoi. Je connais pas l'aéro de Remco, son CDA, mais je pense qu'il est très très bas. Ça représente combien d'heures d'entraînement? Tu le disais, c'est plus facile de participer à du TT amateur parce que ça demande moins de volume, mais on n'arrive pas avec une semaine d'entraînement, c'est-à-dire que ça doit te demander quand même énormément. Oui, non, ça demande énormément. Moi, on va dire que mes heures hebdomadaires elles sont quand même très fluctuantes au cours de l'année, aussi en fonction de mon travail, de mes déplacements. Mais on va dire que sur la grosse phase de prépa, je peux monter jusqu'à 20 heures semaine, 20-15 heures, et sur les semaines, on va dire, plus légères, dans l'hiver, etc., ou à des moments moins importants, je suis plus à 10. Mais c'est vraiment fluctuant, ça peut être de 10 à 20 heures. Et cette année, j'ai quand même mis beaucoup d'efforts sur la préparation. J'ai passé 3 semaines à fond romain d'altitude pour le préparer, parce que j'avais vraiment envie de bien performer. Je savais que le parcours m'avantageait moins, donc il fallait que vraiment je sois au top de mon niveau. Est-ce qu'on a reçu dans un podcast avant Paul Lapéra et Bastien Tronchon qui ont cette fameuse chambre hypoxique à Aix-les-Bains? Tu as déjà testé ces choses-là ou tu préfères aller en altitude? Je n'ai jamais testé ces choses-là, mais c'est des choses qui peuvent être très intéressantes et que j'aimerais peut-être essayer dans le futur parce que c'est quand même plus simple d'un point de vue déplacement, etc. Mais non, très intéressant. Après, je pense que l'hypoxie naturelle a aussi beaucoup d'avantages et qu'il
n'y a pas de meilleure solution, il y a je pense une solution adaptée pour la personne et le besoin au moment T. Comment tu travailles en termes de volume jusqu'à un objectif? Souvent, donc, les fameux championnats de France sont sur la période de juin. En gros, de maintenant jusqu'à juin, ça se travaille comment, ça? Il y a plusieurs phases que je fais avec mon entraîneur. On va dire il y a une phase d'approche avec du volume classique dans l'hiver, comme tout cycliste. Et après, il y a quand même un travail très spécifique chrono qui se met en place, on va dire les 2 derniers mois, avec beaucoup plus d'heures passées sur le vélo de chrono, avec des fois, je pense, des semaines avec plus d'heures de vélo de chrono que de vélo de route, avec beaucoup de spécifiques chrono, des intensités longues sur le vélo, etc. Comment est-ce que ton métier te permet de gratter de la connaissance et ces fameux quelques petites pouillèmes qui vont te permettre de rester au top? Parce que c'est vrai que tu as cette chance-là, c'est d'une part de pouvoir travailler avec l'élite, comprendre ce qu'ils font et pouvoir transposer, c'est ça? C'est ça. Alors j'ai beaucoup de chance sur ce point-là parce que ça me permet vraiment d'appliquer sur moi ce qu'on peut apprendre sur les professionnels. On va dire pour la position, c'est pas vraiment le cas parce que la position c'est vraiment propre à chacun. Mais on va dire sur l'optimisation de la transmission, sur le textile, qu'est-ce qui on va dire marche actuellement, les nouveaux textiles qui peuvent sortir en faisant des différentes marques, etc. Et non, vraiment sur tout ce qui on va dire pas propre à chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un penchant pour l'un ou pour l'autre? C'est-à-dire que tu es ingénieur, tu travailles beaucoup pour les athlètes, mais ça reste quand même du plaisir. Comment tu fonctionnes au niveau des challenges? C'est-à-dire que tu te mets quand même des challenges, on va en parler tout à l'heure, mais le challenge qui arrive l'année prochaine est conséquent. C'est quoi qui te nourrit? C'est plus l'ingénieur et le travail avec Decathlon, ou c'est plus t'éclater comme ça avec, ou c'est peut-être un tout? C'est un tout, c'est vraiment lié, et ce que j'aime avec ma double casquette, c'est que déjà je travaille on va dire H24 sur ces sujets, et j'aime vraiment travailler avec des athlètes de haut niveau pour essayer de les rendre plus performants pour gagner le plus de victoires possible, et aussi moi me lancer des challenges physiques et gagner des courses. Alors on va parler maintenant performance, puisque comme on l'a dit au début de podcast, certes il y a tout l'entraînement, la nutrition, le sommeil, enfin ça c'est quelque chose on va dire de base malheureusement aujourd'hui, même si c'est très conséquent. Très important quand même, et parfois négligé. Complètement. Il y a dans le vélo depuis quelques temps un fort intérêt pour la résistance au frottement, c'est-à-dire que le sujet aéro, alors c'est un vaste mot, Manu nous expliquera, c'est pas tout à fait ça, c'est la résistance au frottement. Mais on s'est aperçu que ce n'était pas des gains marginaux, c'était de vrais gains. C'est-à-dire que ça peut être jusqu'à 6, 15, enfin ça peut être même être, on avait fait des tests 15 watts à 45 km/h avec un casque différent. Est-ce que cette notion de technologie, elle est rentrée depuis quand dans ton processus à toi d'optimisation? Je pense qu'elle est venue dès 2022, je me suis mis au contre-la-montre. J'ai un très bon ami maintenant qui travaille chez Look, avec qui je faisais du vélo à Laval, Guillaume Masson, qui se reconnaîtra. Et on va dire que c'est avec lui où je me suis vraiment intéressé à tous les aspects aéro, etc. Quand j'ai commencé mes études à Laval, c'était pour devenir ingénieur dans le sport auto. Mon école qui a formé par exemple Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia Ferrari. Et donc on va dire, quand on rentre dans cette école, la plupart des élèves travaillent en sport auto, et c'était mon cas aussi. Et petit à petit, avec ma passion du vélo qui a grandi, je me suis dit pourquoi pas tendre vers ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis intéressé vraiment sur l'optimisation vélo et qu'est-ce qui freine un cycliste et comment réduire ses freins. Manu, avec Aeroscale, tu as commencé depuis quand, toi, à travailler? Alors, il y a un peu de confidentialité, mais avec des grandes équipes pro. Aujourd'hui, tu en couvres quelques-unes, sans donner de nom, parce que c'est sous confidentialité, mais tu as commencé à travailler cet aspect-là depuis quand? Nous, ça fait 3 ans à peu près qu'on travaille avec les équipes pro, dans tous ces aspects, justement, les aider à diminuer les freins. Ouais. D'accord. En quoi ça consiste, Manu? C'est-à-dire qu'on va voir après comment tu l'appliques avec Mathias, mais alors, je sais que c'est le département Bike Speed Lab chez Aeroscale. Explique-nous concrètement comment ça se passe pour travailler tout ça. Alors en fait, au début, il faut quand même déjà dire la performance, comment on peut la décomposer de manière très simple. Il y a, on va dire qu'il y a 2 aspects. Il y a comment est-ce que je suis capable de produire de la puissance. Donc on va être dans une logique d'entraînement de moteur, c'est vraiment on cherche à augmenter le moteur de la machine. Et de l'autre côté, on veut que toute cette puissance produite, elle ne soit pas gaspillée. Et donc là, en effet, on va travailler sur les freins.
Et historiquement, on a énormément travaillé sur le moteur, on était omnubilé. Maintenant, avec tous les capteurs de puissance, on monitore son moteur en permanence. Donc ça, c'est un aspect maintenant qui est très très bien couvert, où les gains maintenant deviennent assez marginaux. En revanche, tout l'aspect frein, c'est encore, je dirais, un champ où on peut trouver des gains vraiment tout à fait intéressants. Et je pense que pour des athlètes de très très haut niveau comme Mathias, quand on regarde la balance, il y a probablement plus de gains à aller chercher en réduisant les freins qu'en augmentant le moteur. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Mathias, mais... Non, c'est sûr, je pense que maintenant, en tout cas pour ma part, aller gagner 10 watts au seuil, ça va être compliqué, c'est possible, mais ça va me prendre des années, on va dire. Alors que trouver 10 watts aéro, on pourra en parler plus tard, mais je pense qu'on les a trouvés en une session, par exemple, la dernière fois sur un casque, une combi, une réduction de stack ou une augmentation de stack. On va en parler justement. Manu, explique-nous, continue justement ta démarche. Nous, en fait, Bike Speed Lab, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, on s'est rendu compte que c'était très très compliqué d'aller mesurer ces freins, ces watts perdus, alors que c'est très très simple de le faire côté puissance produite. On a la chance en vélo d'avoir des capteurs de puissance qui nous donnent à 1% près la puissance qu'on produit, mais c'était pas le cas sur les freins. Donc nous, on a développé une technologie qui nous permet de mesurer ces freins-là en un temps record, avec une précision record. C'est-à-dire là où avant, les premières technologies avaient plutôt 3-4% de précision sur plusieurs dizaines, des fois minutes de test, nous on va plutôt chercher moins d'1% avec Bike Speed Lab sur quelques minutes. Tu disais même que tu es capable d'identifier avec Bike Speed Lab la résistance au frottement. Donc il y a l'aspect aéro qui est une grosse partie, mais tu testes pour les équipes, plusieurs équipes françaises aussi, des roues, des pneus, des pressions de pneus, des largeurs de section. Voilà, nous le cœur de la technologie en fait mesure l'énergie perdue le long d'une portion de parcours, et ensuite on a des algorithmes qui viennent convertir cette énergie et l'attribuer soit à des résistances au roulement, donc plutôt liées aux pneus, soit à des freins aérodynamiques, donc caractérisés par le fameux CXS, SCX ou CDA en anglais. Ouais. La chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, réserver une soufflerie, ça coûte très cher. La disponibilité, c'est compliqué. Donc ça veut dire que toi, tu as développé un protocole. En gros, tu installes ton protocole sur route fermée ou sur vélodrome, pour être encore plus précis, c'est ça ? Alors, route fermée, non. Disons que c'est on peut l'installer en extérieur sur une portion de route fixe avec Bike Speed Lab, avec des bandes de détection qu'on met au sol. Et ensuite, nous, on va faire circuler le cycliste le long de cette portion de route. Et la portion de route peut être une portion de vélodrome. Alors, le vélodrome, on aime beaucoup parce que c'est un environnement très stable, qui est très très propre en termes de données. On arrive vraiment à aller traquer le gain marginal pour voir qu'est-ce qu'un petit changement, quelques centimètres de hauteur d'une chaussette ou ce genre de choses peut faire sur l'aérodynamisme. Oui, vous avez par exemple pour certaines équipes testé des tenues. Avec des ingénieurs qui faisaient évoluer les tenues aussi. Oui. Alors les tenues, pour le coup, là, c'est presque pas marginal, tellement le gain peut être massif. Hein. On peut, entre deux tenues, on peut parler on a déjà vu des plusieurs dizaines de watts, quoi. Donc d'accord. C'est tout à fait substantiel. Et on est d'accord que ce protocole-là peut se faire soit en roue libre sur route extérieure, soit en roulant avec des watts. Alors voilà, nous on a commencé à faire notre système où c'était compliqué de faire confiance à tous les capteurs de puissance, et donc on a développé une technologie qui fonctionne complètement en roue libre. Donc là, on n'a aucune incertitude avec du capteur de puissance. Et quand on utilise un bon capteur de puissance, on obtient à peu près les mêmes précisions en pédalant. Donc on est assez adaptable. Tu parles de bon ou mauvais capteurs de puissance parce qu'il y a des informations dont toi tu as besoin qui ne sont pas forcément extractibles de tous les capteurs. Voilà, nous en fait le principe de base, c'est de faire ce qu'on appelle un bilan d'énergie. On va mettre de l'énergie avec le capteur qu'on mesure avec le capteur dans le système. On corrige les effets inertiels d'accélération, décélération et les effets de gravité. Et on en déduit les watts perdus. Et bien sûr, si on repose nos données sur une donnée pas suffisamment précise à la base du capteur de puissance, ça va se retrouver dans nos mesures à la fin. Ok. Le travail se fait aussi beaucoup avec les gens qui fitent les pros, parce que je suppose qu'une position, Mathias nous en parlera, mais une position très agressive, certes, va être super efficace en termes de CDA ou de watts moins perdus, mais par contre, il faut la tenir sur, comme disait Mathias, 35, 45,
voire 1 heure. Absolument. Donc c'est là où en fait c'est très complémentaire. Donc souvent quand on intervient, quand on travaille avec Mathias, lui il va avoir un souci très biomécanique. Nous on a vraiment un souci de la mesure, d'être sûr que le système fournit des mesures dont on peut faire confiance à 100%. Et derrière, il y a toujours ce souci de mettre en balance le résultat aérodynamique, le frein, avec est-ce que le frein n'a pas bridé le moteur, et donc de toujours trouver le bon compromis. Et en fait, la métrique clé, qu'on va essayer d'améliorer, c'est pas les watts par kilo, mais c'est donc les watts par CDA ou CXS, donc qui s'appellent des watts par mètre carré. Donc ça va être ce chiffre-là, in fine, qu'on essaye vraiment d'augmenter. Mathias, on avait eu un podcast avec Aurélien Paré-Peintre cet été, à l'issue du premier contre-la-montre qui était à plat, où il nous disait, tenir en soufflerie 1 heure, c'est pas la même chose que tenir sur un vrai parcours pendant 1 heure. Changement de rythme, public, vent, enfin toutes ces choses-là. Est-ce que quand on fait un effort, alors tu le disais, 35, 45, voire 1 heure de temps, c'est à partir de quel moment où ça commence à être difficile de tenir le pacing et la position que tu avais prévue? Je pense que c'est quand même dépendant des athlètes et de leur entraînement et leur habitude à rouler à vélo contre la montre. Mais c'est sûr que sur les contre-la-montre qui commencent à durer, on va dire déjà de plus de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, on va dire que si la position est, on va dire, pas bien étudiée ou bien travaillée, ça peut vite devenir compliqué. Qu'est-ce que toi, personnellement, ou tous les deux, je ne sais pas comment vous allez répondre, mais vous avez optimisé depuis votre collaboration? C'est-à-dire quels sont les points sur lesquels vous avez trouvé des freins et que vous avez améliorés? Alors la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était en avril avant le championnat de France. Et là on a trouvé des gros gains, c'est sur le casque. Et aussi sur la position, sur on va dire des angles de bras, stack. Et des fois ça peut être, on peut dire, contradictoire, mais moi sur une position qui était un peu moins extrême, on va dire un peu plus haute et plus confort, était plus rapide. D'accord. Et ça joue beaucoup plus que lorsque tu es sur la route d'aller chercher, je dis n'importe quoi, mais quand il y a du public, Aurélien nous disait, je me pose la question, est-ce que je roule au milieu de la route ou est-ce que je vais lécher le public en quelque sorte pour me protéger du vent? Ça, c'est des choses... il y a plus de gains à optimiser la position ou ça peut rentrer en compte aussi? Alors, les deux rentrent en compte. C'est compliqué à mesurer l'impact du public qui couvre le vent. Il faudrait rouler avec la sonde de Manu, on va dire, pour le mesurer, mais c'est des choses à laquelle on réfléchit, exactement. Même par exemple dans le peloton, l'efficience du positionnement. C'est compliqué à dire, mais les deux sont liés. Il faut optimiser sa position, son CDA, mais aussi la façon dont, on interagit avec le vent et en fonction de la direction du vent où on se positionne sur la route. Manu, pour Mathias, parce que chaque morphologie est différente, avec le couple vélo et toutes ces choses-là, combien de watts vous avez économisé depuis que vous travaillez ensemble? Alors là spécifiquement, on a fait surtout une grosse session ensemble à Bourges. C'était plutôt de l'ordre c'était pas loin de 20 watts, 10 oui, 20 pas loin watts. de 20 watts, c'était environ 15 watts de souvenir. Ouais. Donc assez substantiel. Bon, on a hâte d'en refaire une prochaine avec un capteur, on va dire, qui... C'est ça, Oui, parce que le capteur de puissance, explique-nous juste pour nos auditeurs, il y a des capteurs de puissance. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas précis pour monsieur tout le monde, pour s'entraîner via Training Peaks et toutes ces choses-là, mais ça veut dire que toi, tu as besoin d'avoir un flux de data plus précis. En fait, voilà, nous, c'est si je faisais un parallèle entre le capteur de puissance et une photographie, en fait, la plupart des gens regardent les photos, c'est comme s'ils regardaient une photo de loin, ils ne s'intéressent pas vraiment à la résolution. Nous, on va regarder la photo de très très près et on a vraiment besoin d'avoir une donnée très fiable de l'énergie qu'on a mis en seulement quelques coups de pédale. Et quand on regarde sous cet aspect-là, on se rend compte qu'il y a des capteurs qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont extrêmement précis, et d'autres beaucoup moins bien. Et ça, on l'a vraiment vu, nous, à force de travailler avec différentes équipes pro qui utilisent différents types de capteurs, certaines qui passent d'un capteur à l'autre, et là, on voit vraiment des effets très significatifs sur la qualité des données qu'on récupère. Aujourd'hui, la référence, ça reste SRM, c'est ça? SRM en fait partie. On peut dire aussi que le capteur Quark est vraiment un excellent capteur. Il y en a certains qu'on est en train d'évaluer, il y en a d'autres qui fonctionnent beaucoup moins bien. D'accord. Mathias, est-ce que tu le disais tout à l'heure, avant cette victoire de 2025, tu as travaillé sur le casque, c'est ça, avec Manu, c'est ça qui t'a fait gagner. Tu l'as quantifié en termes de secondes ou de conversion, ça représente quoi?
Ah, j'ai pas fait le calcul de combien de secondes ça aurait fait gagner ce championnat de France, mais ça a quand même été très conséquent parce que de souvenir, c'était quand même plus de 5 watts, c'était entre 5 et 10 watts à 50 km/h. Donc le calcul est assez simple à faire, mais on pourrait s'amuser à le faire pour voir. D'accord. Oui, c'est Manu, je crois que c'est Paul Sexas qui le disait dans une interview, mais vous l'avez aidé aussi pour son casque, pareil, à enlever la visière, je crois, lorsqu'il est champion du monde, il y a 2 ans. Oui, alors ça, c'est une thématique qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est-à-dire que les visières, en fait, on a tendance à faire des casques très proéminents avec des grandes visières. Mais il y a certains coureurs que ça gêne en fait dans le positionnement parce qu'ils ont les bras très près de la tête. Et donc à l'époque, parce que je crois que Paul a changé de casque depuis, mais à l'époque, en effet, avec le casque qu'il utilisait, en effet, il y avait un gain en fait à lui rapprocher la tête en enlevant la visière. Donc ça ne veut absolument pas dire que les visières sont inefficaces, c'est simplement une interaction entre le positionnement de l'athlète. Coureur, de l'athlète. Voilà. Ouais. Ça peut être, c'est complètement différent de toi à moi et Mathias, quoi. Ça n'a rien Absolument. à voir, c'est une morphologie. Ce qui va marcher pour moi ou toi ne marchera pas forcément pour Mathias. Voilà, et ça c'est des choses qu'on voit avec Mathias au quotidien, enfin... Il n'y a pas de recette miracle, c'est pour ça que le testing est vraiment indispensable, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la donnée aéro qui sort, en fait on est souvent, même les plus expérimentés se trompent, moi le premier. Et des fois on voit des aspects ou même des habitudes que les coureurs ont l'habitude de faire sur adopter une certaine position qui en fait n'est pas du tout efficace, alors qu'on pourrait croire que... On pense aéro, on a envie de se mettre dans une attitude la plus aéro possible, mais en fait on est en train de dégrader son aérodynamisme et il y a d'autres attitudes qui nous paraissent inefficientes qui en fait sont, chiffres à l'appui, très, très efficaces. Concrètement, ça se passe comment quand tu bosses avec les athlètes professionnels ou Mathias? Tu balises le vélodrome avec ces fameuses sondes et Mathias va tourner toute la matinée s'il faut avec plein de runs en fait, c'est ça? Ouais, nous on a essayé de designer le système pour produire de la donnée le plus rapidement possible et avec une précision la meilleure possible. Donc pour ça en fait on va mesurer à chaque tour de vélodrome, on va mesurer le CDA. Donc on fait ça grâce à une bande de détection qui mesure 2 choses, donc à la fois le positionnement latéral du coureur et le passage pour avoir qui va chronométrer le coureur. Et on équipe également le coureur de nos sondes qui ont un capteur de vitesse et un capteur de vent. Et donc on rassemble l'ensemble de ces données et à la fin, notre protocole, nous on descend à 5 tours de vélodrome, ce qui permet d'avoir une donnée tous les 2 minutes et 30. Donc ça permet comme ça de balayer vraiment énormément de choses, de répéter, parce qu'on n'a jamais exactement la même position sur le vélo. Donc voilà, on peut souvent quand on veut être sûr de faire un changement, on demande à répéter les choses. Donc notre système permet de répéter et d'avoir beaucoup de données. Donc nous c'est 5 données en 5 tours. Ce qui permet après d'avoir des statistiques et de se dire est-ce que j'ai été variable, pas variable, est-ce que j'ai bien tenu ma position. Donc voilà un peu comment fonctionne le système. Question Manu, très en vogue, mais est-ce que l'intelligence artificielle désormais te permet d'optimiser encore peut-être l'analyse des datas que tu as pour Mathias ou pour les autres coureurs? Alors, c'est en train d'arriver. Pour l'instant, nous, on est vraiment focalisé pour avoir l'intelligence artificielle. Il faut beaucoup de données pour la faire travailler. Donc jusqu'à présent, on n'avait pas des données de suffisamment bonne qualité. Donc nous, c'est le premier challenge qu'on a voulu adresser. C'est vraiment produire de la donnée en quantité et fiable. Et en effet, maintenant, on est en train de regarder comment alimenter des algorithmes d'intelligence artificielle pour traiter toutes ces données. Donc pour l'instant, c'est encore fait manuellement avec le feeling. Mais de plus en plus, en effet, on va travailler avec des outils automatiques de triage des données, quoi. Mathias, tu as déjà fait, toi, personnellement, des essais en soufflerie ou pas pour ta position? Pour moi, personnellement, non. D'accord. Manu, comment tu positionnes ton système Bike Speed Lab par rapport à la soufflerie? Est-ce qu'aujourd'hui, la soufflerie est arrivée à une certaine limite ou c'est très complémentaire, tous les tests principaux se font là, et toi, tu viens fournir de l'analyse complémentaire en mouvement? Je dirais que c'est très complémentaire, hein. La soufflerie reste l'outil premier pour vraiment développer. Mais il y a un moment donné, ça reste un outil, ça reste un laboratoire avec un environnement un peu factice, hein, puisqu'on l'objet qui est censé être en mouvement, qui est le cycliste, on le met fixe.
et c'est l'air qu'on met en mouvement, alors qu'en vélodrome c'est l'inverse, hein, l'air est statique et c'est les cyclistes en mouvement. Donc il y a quand même quelques petites différences, et c'est pour ça que maintenant de plus en plus les gens essayent de travailler et de valider le plus possible les résultats de soufflerie via des tests terrain, des vrais tests. D'accord. Avec le cycliste en mouvement. Ouais. D'accord. Mathias, on va parler 2026, donc tu as décidé... Tu vas nous expliquer pourquoi on s'attaque à ça, parce que souvent, tu as décidé de t'attaquer au record de l'heure sur piste en 2026. C'est quoi le délire à la base ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Oui, c'est ça. Du coup, en 2026, je me suis lancé un peu mon plus gros projet sportif. Ce sera de battre le record français du record de l'heure de Louis Pigeourlet. Pourquoi je me suis lancé ce défi ? Parce que je pense que c'est un peu le défi qui me représente le mieux. C'est le record de l'heure, c'est vraiment... battre le temps, se battre soi-même et aussi optimiser tout ce qui est optimisable, parce que c'est un environnement qui est très contrôlé, le vélodrome, on peut tester très facilement, et donc c'est vraiment la recherche ultime du gain et d'enlever tous les freins qui freinent un cycliste. Qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus facile, je sais pas, mais donc jusqu'à présent tu préparais les championnats de France, donc objectif juin en général. Qu'est-ce qui va changer ou pas pour préparer ce record ? Déjà, tu nous expliqueras, mais à quel moment as-tu prévu ça ? Le moment prévu, ce sera fin août 2026. Du coup, je vais quand même préparer les championnats de France, mais ce sera plutôt un moment clé de passage dans ma préparation pour préparer le record de l'heure. Donc tu ne seras pas forcément au prime en juin ? Je pense que je serai à un très bon niveau, peut-être pas à 110%, comme on aime dire, mais je serai à un très bon niveau. Mais non, le but, ce sera vraiment d'être au top fin août. Qu'est-ce qui change entre une préparation pour les championnats de France et l'intérieur, comme tu dis, dénué de toute contrainte de vent, des choses comme ça ? Qu'est-ce que tu vas ajouter dans ton entraînement ? C'est très différent parce que là, depuis quelques années, les championnats de France sont quand même réduits en distance déjà. On est passé de championnat de France en 2022 qui durait presque 1 heure à maintenant le format ressemble plus à 35-40 minutes. Donc la durée ne sera pas la même. Un vélodrome, c'est tout plat, il n'y a pas de dénivelé. Ce qui est aussi différent des championnats de France qui sont, dernières années, étaient quand même assez durs. Avec des changements de rythme, des pacing, on va dire, où il faut monter assez vite dans les bosses, récupérer dans les descentes. Là, ça sera un effort qui sera beaucoup plus linéaire, même si un pacing sur un record de l'heure, il ne faut pas l'oublier. Mais ce sera un effort plus linéaire, plus long, et aussi le coup de pédale qui est différent sur piste. Et aussi, on va dire, quelque chose qui est quand même très monotone sur vélodrome avec beaucoup de tours et une position qu'on doit tenir de façon très rigoureuse pendant 1 heure, alors que sur un championnat de France en extérieur, on se remet sur les freins dès qu'il y a un virage, etc. Il y a des relances, ce qui n'est pas du tout le cas sur un record de l'heure. Pour bien expliquer à celles et ceux qui ne sont pas coutumes de la discipline, le pacing, ça intègre quoi ? C'est-à-dire que c'est la prévision, souvent, de vitesse, de watts, toutes ces choses-là. C'est ça, en fait, le pacing, c'est aussi une part de mon travail. C'est en analysant un parcours avec son dénivelé, le vent, les caractéristiques physiques du coureur, essayer de prédire quel watt il va devoir fournir pour chaque portion du parcours pour optimiser le temps à l'arrivée. Est-ce que tu as déjà aujourd'hui le vélo avec lequel tu feras ce record de l'heure ? J'ai un vélo que je me suis acheté personnellement, mais c'est pas sûr que ce soit le vélo qui soit utilisé pour le record de l'heure. On va dire que là c'est un vélo que j'ai pour ma prépa actuelle, déjà d'un premier point de passage qui sera le championnat de France de poursuite individuelle en janvier 2026. Mais c'est forte chance qu'il change pour le record de l'heure. On verra si je trouve des partenaires. Quelles sont les optimisations que tu vas travailler au niveau du matos ? C'est-à-dire que, tu l'as dit, le casque a déjà été un élément hyper important pour le TT extérieur, mais du coup, là, c'est encore différent ? Oui, le casque, par exemple, je pense déjà avoir trouvé le modèle après plein de tests. Et par exemple, le casque que j'utilise sur la route n'est pas forcément le meilleur en vélodrome parce que en extérieur, on peut avoir des effets d'angle de vent incident qui vont faire fonctionner différemment ou non les casques, les combis, les positions. Et j'ai trouvé un casque, on va dire, qui va marcher, je pense, mieux. C'est celui de la marque partenaire de l'équipe, Vandricel, qui marche très très bien sur moi sur piste. Donc je pense que partir sur cette option-là. Et après, il y aura toute une optimisation, continuer d'optimiser la position parce que je pense qu'il y a quand même des choses à encore tester. Le roulement, parce que maintenant sur piste, on va dire, la piste était un peu... la dernière discipline a encore utilisé du boyau avec le cyclocross et ça change maintenant, donc il y a des pneus qui arrivent
sur le marché pour la piste et on voit des gains potentiels et donc je pense qu'il y aura beaucoup de travail à Manu pour trouver le bon couple pneu-roue ou boyau, on ne sait pas peut-être, pour optimiser vraiment le roulement. Donc ça veut dire, Manu, que vous allez mettre en place un protocole un jour sur un vélodrome où vous allez habiller Mathias avec une tenue et un casque et vous allez changer les pneus, les pressions de pneus, les jantes. Oui, alors en fait, je pense qu'il va falloir passer par pas mal de sessions. En fait, pour expliquer peut-être aux auditeurs le challenge du record de l'heure, donc il y a quand même quelqu'un qui a balisé la voie, donc qui est un peu je dirais le pendant de Mathias, qui a été chez Ineos, qui est maintenant chez Red Bull et qui travaille avec Remco Evenepoel, qui est Dan Bigham. Donc, Dan Bigham, c'est un cycliste élite très très haut niveau qui est ingénieur donc, de formation et qui travaille à l'optimisation des athlètes. Mais il a commencé lui à travailler sur sa propre optimisation, surtout dans le cadre de la piste et du record de l'heure. Et donc moi j'ai fait un travail sur... Alors il a énormément publié ces données. Et en fait ce qui est très intéressant c'est que il a publié à peu près tout ce qu'il a tenté, du premier record en extérieur, enfin record en gros, sa première tentative en extérieur jusqu'à la dernière où il a battu le record du monde de l'heure. Et en fait à chaque fois il fait à peu près la même puissance. Donc il fait 350 watts sur toutes ces tentatives, sauf qu'il est passé, je crois, de mémoire d'un CDA de 0,22 dans ses premiers, voire plus, en extérieur, à 0,15, 0,15,5, 0,155 dans le dernier record. Donc ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc on voit bien que le seul réservoir de performance dans lequel il a été gratté, c'est vraiment cette optimisation. Et donc lui, quand on lui demande comment il a réussi à faire tout ça, il explique que c'est à force de tester des choses et d'arriver à tester des gains marginaux qu'il a réussi petit à petit à gratter. Donc là, la démarche pour nous, elle va être un peu la même avec Mathias. Mathias est déjà très très optimisé, a déjà un CDA très très bas, donc on ne va pas trouver 10 watts d'un coup comme ça. Par contre, ça va être on va essayer de regarder si avec des micro-ajustements, on arrive à avoir des choses qui vont dans le bon sens, de répéter ces choses-là et au fur et à mesure, gratter pour être sûr qu'on arrivera aux objectifs. Mathias, ça va être combien de sessions de tests avant la vraie session, du coup, en vélodrome, je suppose ? Oui, en vélodrome, c'est on va dire ce qui est facile avec le record de l'heure, c'est que l'environnement de la course, c'est le même que l'environnement de test, donc on va dire il n'y a pas d'incertitude, ce qui est à la fois plaisant pour ça et ce qui permet de faire beaucoup de tests. Combien de sessions, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il y en aura facilement 2, 3. D'accord. Manu, il y a une différence, le fait que Mathias pose ça en août, il y a une différence de résistance de l'air en vélodrome quand il fait froid, quand il fait chaud, toutes ces choses-là. Alors, en fait, la résistance, la formule, c'est 1,5 de ρ CDA, V au cube, si vous voulez. La puissance, c'est la vitesse au cube. Et donc, dedans, le ρ, c'est la lettre grecque ρ, qui est la densité de l'air. Et donc ça peut varier de manière non négligeable entre un environnement où il fait froid, où du coup l'air est très dense, et un environnement plus chaud, où l'air est moins dense, et donc c'est plus facile de pénétrer un air moins dense, forcément il y a moins de résistance. Donc c'est pour ça qu'il y a certains records qui ont été faits à Mexico en altitude pour aller chercher cette faible densité de l'air, mais cette faible densité de l'air n'est pas sans conséquence, puisque du coup moins de densité d'air, ça veut dire aussi pour l'athlète moins d'oxygénation, donc on retrouve ce compromis entre quel est le meilleur compromis entre la puissance produite et la puissance perdue. Je crois que la moindre porte ouverte dans un vélodrome, changement de température, peut modifier aussi l'intensité ou la captation. Ça joue sur l'athlète ou pas ? Alors, il y a des mouvements d'air dans le vélodrome qui peuvent perturber les mesures, surtout quand on n'utilise pas de sonde pitot. Donc nous, on a un système avec une sonde pitot qui nous permet d'être relativement immunisé contre ça. Mais c'est vrai, quand on fait des tests sans sonde pitot, en supposant qu'il y a un vent nul, en fait, on peut vite être biaisé par le fait qu'il y ait une porte ouverte. Et on peut être biaisé aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins, mais par son propre air. C'est-à-dire surtout aux vitesses auxquelles va aller Mathias, quoi. Ça veut dire un tour en 13 secondes 15 secondes 14, voilà. Je l'ai plus en tête, mais oui, c'est, on va dire, 14-15 secondes par là. Voilà. Donc en fait, Mathias va bénéficier à cette vitesse-là d'un effet non négligeable, c'est sa propre traînée. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans son propre sillage et avec un effet, certes assez faible, mais qu'on mesure tout à fait, qui va être de l'ordre de 1%, 2%. D'accord. Mathias, du coup, août,
propice par rapport à cette fameuse formule mathématicienne, mais contrainte, c'est que si c'est la canicule et qu'il fait très chaud, en intérieur, le corps s'échauffe plus vite. Ça, c'est des contraintes que tu as pris en compte aussi? C'est une contrainte, mais c'est à la fois quelque chose qu'on va rechercher. On va chercher qu'il fasse très chaud dans le vélodrome pour justement abaisser cette densité de l'air au maximum. Mais du coup, ça amène quelque chose de très important pour la préparation qu'on voit beaucoup maintenant. C'est le heat training, c'est l'entraînement à la chaleur pour pouvoir résister à cette chaleur et aussi, on va dire, en tirer du gain parce que cet entraînement à la chaleur permet d'optimiser ses capacités physiologiques. Donc ça sera quelque chose de très important des sessions de training. Les training, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole où on va rouler plusieurs fois par semaine sur home trainer, habillé chaudement avec soit une combinaison par exemple de peinture ou une veste thermique, etc. Et on va chercher à faire pour développer monter la sudation. C'est ça, et on va chercher à faire monter la température du corps assez haut, à une certaine valeur, pas trop haute non plus, sinon ça peut être dangereux. Mais aller chercher, c'est une valeur de température corporelle assez haute. On va chercher des adaptations physiologiques et du coup une résistance à la chaleur après pour le record. Comment ça se passe le jour J? C'est-à-dire que, donc tu le dis, tu vas faire monter très haut déjà cette fameuse température. Comment déjà toi, tu bois et tu manges durant ce record de l'heure? C'est quelque chose là, on met en place à partir de maintenant. C'est pas tout à fait décidé, mais il y a tout un aspect sur le cooling. Avec, je pense qu'on a pu le voir avec Dan Bigham qui était très friand de ça, c'est avaler des quantités de glace assez importantes avant le record et durant un échauffement aussi dans un environnement très froid pour avoir le corps au départ à une température très basse justement pour aider à la résistance à cette chaleur présente dans le vélodrome durant l'effort. D'accord. Ça, c'est quantifiable en termes de watts ou pas, Manu? Ah bah là, on est plus dans la production de puissance, mais en tout cas, Dan Bigham l'a bien documenté, donc avec son entraîneur Johnny Wales, ils ont vraiment présenté ça dans une conférence qui a fait le buzz, c'était il y a 2 ans. Et le titre de la présentation, c'était « Une demi-heure n'est pas une heure ». Alors ça paraît bête, mais en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a un vrai mur au bout d'une demi-heure, un peu comme le mur non, mais le mur en marathon des 2 heures, non, souvent, je sais pas. Le mur des 30 km. 30 km, voilà. Et en fait, en vélodrome, ils ont expliqué qu'il y a en fait toutes les records de Dan Bigham se passaient bien jusqu'à une demi-heure où tout se détracte. Et en fait, à partir du moment où on tient plus la puissance, bah en fait, on est obnubilé de vouloir tenir la cadence, on commence à se désunir, l'aéro augmente, et là, dans une spirale infernale, l'aéro augmente, du coup, on ralentit, il faut mettre plus de puissance pour aller à la même vitesse. Et donc, il y a vraiment toute une stratégie pour passer au mieux ce mur et ne pas se désunir. Et donc, c'est là aussi la stratégie de pacing est importante parce que, notamment, ce que Dan Bigham a montré, c'est que partir trop vite est complètement dramatique. Donc, il vaut mieux accélérer au fur et à mesure et toujours rester dans une zone plutôt de confort, pas de confort, mais je dirais de maîtrise. C'est ça, je pense que c'est très lié à l'effort marathon, le record de l'heure pour ça, où en fait, il faut que les 30, pas 40, mais les 30 premières minutes soient faciles, entre guillemets. C'est un bien grand mot, facile, enfin, c'est quand même assez très difficile, mais il faut vraiment pas que l'effort soit trop violent pour repousser ce mur des 30 minutes à 40, 50 minutes et que ça soit beaucoup plus facile à gravir. De toute manière, le dernier quart d'heure, c'est une souffrance absolue. Hein, non, je pense que c'est quelque chose que je vais découvrir assez vite quand je vais faire mes premiers tests sur 30, 40 minutes, mais quand on écoute les cyclistes qui sont on va dire, attelés à cette tâche, c'est quand même un effort qui est très violent et souvent ils décrivent comme le pire effort qu'ils ont pu faire sur un vélo. Donc, nutrition et hydratation, il n'y en a pas pendant cette heure-là? Non. D'accord, c'est-à-dire que tu pars sans bidon? Oui. C'est vraiment optimisation maximale, quoi. C'est ça. Au niveau du protocole, est-ce que déjà, psychologiquement, est-ce que tu vas suivre une ligne, je suppose, quels sont tes moyens mentaux pour tenir déjà toujours ta position, ta ligne, et suivre ton pacing, justement? Comment tu te gères, toi? Alors, sur la piste, on n'a pas l'accès à un compteur. D'accord. Style ou Garmin, etc. Donc, on ne peut pas voir sa puissance, on ne peut pas voir sa vitesse. La seule information qu'on peut avoir, c'est un entraîneur sur bord de la piste qui nous donne le temps par tour. Et donc là, le pacing qui sera basé par rapport au temps par tour, qu'on va essayer de suivre via notre entraîneur sur bord de la piste. Et de toute façon, la position est tellement rigoureuse qu'on ne voit pas grand-chose. On va dire on voit 1 ou 2 mètres devant la roue
et on essaie juste de suivre la ligne noire pour parcourir le moins de distance possible parce que c'est quelque chose qui est très important pour le record de l'heure. Si on commence à rouler au-dessus de la ligne noire, on parcourt une beaucoup plus grande distance qui peut être minime sur par exemple 2 km, 3 km ou une poursuite, même si pas tant que ça, mais sur un record de l'heure, ça peut représenter des centaines de mètres. Donc ça, vous l'avez dit, le dernier quart d'heure est super dur. Ça veut dire que cette notion aussi de suivre la ligne dans le dernier quart d'heure, en plus de l'effort physique, il y a aussi cette difficulté-là mentale. C'est ça, parce que comme dit Manu, quand on va atteindre ce mur, tout va se dégrader, il va être de plus en plus dur de tenir la position, de plus en plus dur de tenir la trajectoire. Du coup, cette ligne noire, et c'est quelque chose que je vais devoir travailler de façon très dure, de vraiment travailler cet aspect de suivre la trajectoire, tenir la position, etc. Et ce qui rend le record de l'heure très difficile, c'est cette rigueur. Donc, tu l'as dit, c'est le coach qui va te guider chaque tour, qui va te motiver en fonction de toutes ces choses-là. Lui, en fait, il va se guider qu'à la seconde où il a quand même un aspect visuel, il te connaît bien, il sait quand ça se dégrade ou pas. Je sais pas trop encore, mais ça va vraiment être sur le temps par tour et avec un pacing qu'on va établir au préalable avec, on va dire, les 10 premières minutes, essayer de tourner en tant de secondes et tant de dixièmes, on va dire, je sais pas, 15 secondes et 2 dixièmes ou 15, j'ai pas encore en tête. Et après, on va essayer de réduire ce temps en fonction du pacing et il va falloir, on va dire, suivre ces indications. Il vaut mieux un vélo, donc tu l'as dit, la recherche de la chaleur est importante, mais donc il vaut mieux un vélodrome vide avec du monde, vide sans personne, ou du monde à l'intérieur qui bouge et qui peut potentiellement faire des mouvements d'air, des choses comme ça. Je pense que c'est pas quelque chose à étudier, mais des personnes à l'intérieur du vélodrome, ils vont pas créer un gros flux d'air. De toute façon, ils sont pas en bord de piste. Ils sont vraiment au milieu ou dans les gradins, mais ça peut être intéressant d'avoir des personnes parce qu'on le sait très bien, des personnes dans le vélodrome, ça chauffe, même si le vélodrome sera chauffé lui-même pour atteindre une température cible. D'accord. C'est surtout mental, je suppose, les gens qui sont là. Tu les entends quand tu es dans un effort ou pas ? Ah, sur la piste, oui, on entend assez bien, ça peut être très impressionnant et même ça peut être dur d'entendre le coach si, on va dire, le public nous encourage beaucoup. Comment ça se passe dans ta tête pour tenir sur des efforts ? Alors déjà en contre-la-montre, 35-45 minutes, c'est pas long, mais malgré tout, comment ça se passe dans ta tête pour rester full concentration ? C'est quand même, on est dans un état second, je pense, où on est vraiment concentré sur la course, où on pense vraiment que à se concentrer sur notre effort, notre position, et on va dire c'est quelque chose qu'on travaille avant lors des séances d'entraînement, à vraiment de se mettre dans cette bulle de performance, où on oublie tout le reste et on est concentré soit sur les chiffres ou sur notre sensoriel. Mathias, Manu, c'est la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Mathias ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais parler, peut-être qu'on n'a pas abordé, où on a couvert à peu près 80% des choses qui vont se passer ? Non, je pense qu'on a couvert pas mal de choses, mis à part que je suis à la recherche de partenaires pour ce record, donc si des personnes qui sont intéressées pour entrer dans l'aventure, ça sera avec plaisir. Donc partenaires cadres notamment ? Partenaires techniques, partenaires financiers, tout type de partenariat est le bienvenu. Tu as fixé déjà un budget pour ce record de l'heure ? Oui, c'est assez conséquent. Déjà, je ne vais pas donner un budget global, mais pour d'information, on est obligé de louer la piste, louer les commissaires, louer le contrôle antidopage qui va valider le record. Et ça, c'est environ 5 000 € rien que pour ça. Donc c'est quand même assez conséquent. Surtout qu'ils sont là pour la journée ou ils viennent encore plus court que ça, c'est un créneau horaire ? Tout ça, ils viennent pour la journée parce qu'il faut quand même installer. Il y a l'antidopage, c'est après la course, après le record. Donc, ils viennent pour la journée. D'accord. Est-ce que ton objectif dans ta tête, c'est vraiment d'aller très très haut ? Tu veux te baser comment par rapport peut-être à ce qui s'est déjà fait au niveau mondial, non ? C'est ça, donc l'objectif, c'est de battre le record de France de Louis Puy-Jourlet qui est à 52,5 des brouettes. D'accord. Mais j'aimerais quand même, on va dire, ça va être très dépendant de mes premières sessions de test. Mais aller se rapprocher, on va dire, des 54, c'est quelque chose que je vise. D'accord, ok. Donc 54, pour les auditeurs qui se souviennent un petit peu, c'est plus que le record, par exemple, de Miguel Indurain, je crois, en 95, qui était 53, il me semble. Oui, c'est ça, avec les anciennes positions. C'est ça, avant que le record, on va dire que les avec règles sur la position changent. Ouais. Donc c'est une prouesse et ça montre aussi tous les progrès qu'on a fait depuis... Pour l'histoire aussi, on se rapproche, je pense, de la distance qu'avait parcouru Bradley Wiggins à l'époque. D'accord. Mais donc maintenant, avec les progrès du matériel et l'optimisation, on va dire, je suis beaucoup moins fort que Bradley Wiggins, pour sûr, mais on arrive à se rapprocher de leur performance.
D'accord, ok. Donc, l'ancien matériel était vraiment un frein là pour le compte, Manu, sur le. C'est un tout, c'est le matériel, mais aussi l'approche, c'est-à-dire toute cette approche de franchir ce mur des 30 minutes. C'est vraiment quelque chose qu'on a appris à force de faire des tentatives. Donc voilà. Et ça montre, je pense que ça montre aussi pourquoi dans le vélo aujourd'hui ça va plus vite. C'est-à-dire qu'on a toute cette approche qui permet d'améliorer, d'apporter des gains de performance très significatifs. Ouais. Donc on l'a bien compris, Mathias, à la recherche de partenaires. On peut te suivre sur ta page Instagram ? Oui, principalement. Principalement, tu n'as pas fait de site, toutes ces choses-là pour l'occasion. Ok. Instagram, LinkedIn. Ok. Voilà. Bon, l'appel est lancé. Juste en aparté, puisqu'on parle de partenaires, nous, vous le savez peut-être pas, mais on est des fervents amateurs du Vercors, on défend le Vercors, beaucoup. Et justement, on a un petit partenaire qui s'appelle Les Saveurs du Vercors, qui fabrique des produits bio, des confitures bio à Lens-en-Vercors, juste au-dessus de Grenoble. Et comme vous le savez, ce podcast s'appelle On va se refaire la cerise, donc la confiture est au goût de... Cerise ? Pas du tout. Donc Mathias, je vais t'offrir un pot de confiture de rhubarbe cassis. Merci beaucoup. Et Manu, confiture de fruits rouges. Super. Donc c'est produit à Lens-en-Vercors, saveur du Vercors, saveur-du-vercors.fr. Allez-y, les produits sont bio, c'est tout fabriqué local et Mathias peut en profiter pendant qu'il est encore temps avant de faire le métier vraiment à fond, quoi. Non, t'es gourmand, Mathias ? Oui, on va dire assez, mais ouais. Il faut savoir raisonner pour la préparation. Voilà, donc c'est notre partenaire Saveur du Vercors et je vous laisse déguster ça pour les fêtes de Noël justement, ça sera très très bien. Merci. On va remercier notre café Etioka ici à Aix-les-Bains. On vous y invite à venir prendre des cafés qui sont très très bons. Ils sont très ouverts pour le milieu du vélo et ça c'est très très cool. Je vous dis merci beaucoup Mathias, un gros merde pour la suite. Et puis nous Manu, on se retrouve prochainement parce qu'il y a encore pas mal de choses à parler justement sur l'aéro. Tu lanceras en janvier 2026 un produit hyper novateur qui est Wasted Watts. Touche-nous en 2 mots. Alors en gros, toutes les optimisations et les approches qu'on fait avec Bike Speed Lab, en partie, pas toutes, une partie vont pouvoir être faites par tout le monde en direct sur son vélo avec le même genre de précision grâce à un boîtier extrêmement novateur et des capteurs complètement inédits dans le vélo. Donc on est en train de sortir ça. Ça sera fin janvier. Bon, tu viendras nous en parler parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Puis on va reparler d'aéro, je pense, encore ensemble. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Mika. Merci, Mika. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Abonnez-vous à vos plateformes de diffusion favorites, laissez des commentaires, votez. Bref, abonnez-vous aussi à la newsletter de l'Expert Vélo pour être tenu au courant des dernières parutions. Je vous dis à très très vite pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvélo.com.